L'animation japonaise est aujourd'hui saluée par la critique et le grand public. Elle est devenue l'une des plus grandes références culturelles du Japon, et ça dans le monde entier. Mais avant d'avoir été aussi populaire, elle a dû passer par une lente phase de muration avant une explosion rapide. Yo les gars, c'est Roy, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on fait un petit tour sur un siècle d'animation. En 2016, l'anime Your Name est devenu le plus grand succès cinématographique japonais à l'étranger et de tous les temps. Il est devenu l'ambassadeur d'une industrie dont le marché frôle les 2000 milliards de yens, soit environ 15 milliards d'euros. Beaucoup de chemins ont été parcourus depuis le premier film sorti en 1917. Le simple fait de comparer le point de départ et celui d'arrivée suffit à nous faire comprendre que retracer 104 ans d'histoire est bien plus difficile que ce qu'on ne le croit. Mais comme je suis super chaud et que je vous aime beaucoup, j'ai acheté un énorme livre qui résume exactement ça. Alors prenez-vous un verre ou un truc à boire parce que je vais vous raconter l'une des plus belles histoires de l'animation japonaise. Ah mais c'est moi qui raconte pur. Juste avant de commencer à vous raconter cette histoire, je vous demanderai s'il vous plaît de bien vouloir vous abonner et liker cette vidéo car elle m'a demandé beaucoup de temps de travail et de montage et j'espère qu'elle va vous plaire. Vous êtes prêts à vous abonner dans 3 secondes? Allez c'est parti. 1, 2, 3, abonnez-vous. Pour que l'animation japonaise prenne vie, il lui a fallu un public intéressé et dynamique. Depuis la guerre civile de Boshin qui s'est passée en 1868, le Japon a connu pas mal de changements dans son pays et ça grâce à l'empereur Meiji. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, cet empereur a permis au Japon de s'ouvrir au monde extérieur. Et cela s'est surtout remarqué pendant la guerre quand il s'est allié contre les Allemands dans la guerre du Pacifique. Depuis plus d'un demi-siècle, les Japonais découvrent les innovations technologiques occidentales avec notamment les lanternes magiques qui préfigurent le cinéma. Ce nouveau divertissement devient en fait quelque chose que les jeunes Japonais adorent car en fait ils y voient un prolongement technologique d'un des objets qu'ils avaient pour habitude de voir qui s'appelait le kamisbibai. Le kamisbibai était un principe qui consistait à raconter une histoire en faisant défiler un à un des dessins dans un cadre. À ce moment-là, le cinéma japonais est beaucoup trop instable car il n'y avait pas beaucoup de personnes spécialisées dans le domaine. La plupart des artistes faisaient principalement des spectacles de rue. L'histoire de l'animation japonaise commence véritablement en 1912 quand un animateur français du nom d'Émile Courtet décide de diffuser un film au Japon du nom des exploits de Feu Follet. Fascinés par ses travaux, 3 jeunes talents s'apprêtent à devenir entre guillemets les pères de l'animation japonaise. Il s'agit de Hoten Shimokawa, Seitaro Kitawa et Junichi Koshi. Et c'est notamment du dernier qu'on va parler un petit peu. Koshi commence vraiment sa carrière d'animateur quand il est recruté en 1916 par une société de production appelée Kobayashi Shokai. Et c'est justement grâce à eux qu'il va pouvoir créer son premier court-métrage qui sera projeté le 30 juin 1917. Son court-métrage s'appelle Le sable flambant neuf de Hanawa. Ce film est très important car aujourd'hui il est l'une des plus vieilles archives qui ait été précisément datée. La plupart des autres films qui sont sortis avant, soit ont été oubliés car leur date était floue, soit simplement le temps les a fait disparaître. Ce court-métrage de 2 minutes impressionne grandement les personnes qui le regardent car la précision des dessins est incroyable et les niveaux de couleurs le sont également. Ce film va s'attirer les foudres du gouvernement japonais car comme je vous l'ai dit, la politique est beaucoup dans la censure. Donc à cause de ça, en 1917, ils vont décider tout simplement de fermer les studios d'animation. Cette mauvaise nouvelle incite Koshi à créer 5 ans plus tard son studio de cinéma, le Sumikazu. Tout semble aller bien pour lui jusqu'à ce que la date fatidique du 1er novembre 1923 arrive. Le 1er novembre 1923, à exactement 11h58, un séisme frappe la région de Kanto et ravage Tokyo et tout ce qu'il y a aux alentours, causant la perte de 140 000 hommes, dont 40 000 disparus. Non seulement les infrastructures sont dévastées, mais partout dans la ville, les secousses renversent les fourneaux, ce qui déclenche des incendies dans la capitale. Dans un décor quasi apocalyptique d'un Tokyo en flammes, toutes les pellicules des premiers dessins animés japonais partent en fumée. Malgré la tragédie qu'a connue la capitale, le pays continue de vivre et de se divertir. L'industrie de l'animation qui a subi un coup d'arrêt redémarre gentiment grâce au financement public.
Petite pause pour vous rappeler que j'ai une chaîne Twitch et comme le Japon, j'aimerais beaucoup qu'elle puisse redémarrer grâce au financement public. Si jamais vous ne savez pas où elle se trouve, vous avez qu'à checker dans la description et aller vous sub à ma chaîne, sérieux. Faut qu'elle redémarre, faut qu'elle décolle comme ce petit avion que j'ai sur le torse. Bref, on continue. Malgré ces événements tragiques, Junichi Koshi continuera à diffuser de l'animation et à produire des films. Il le fera jusque dans les années 1930 où il abandonne son métier pour devenir enfin mangaka. Et parmi ses assistants, il comptera un homme qui s'appelle Nobuhiro Ofuji. Retenez bien ça car son nom est très important pour la suite. En 1931, la Shoshiku, qui est une société de production cinématographique japonaise, produit le tout premier film parlant de l'histoire du cinéma au Japon. Le nom de ce film est Mon ami et mon épouse. Ce film raconte l'histoire d'un scénariste qui travaille sur sa pièce de théâtre et qui est constamment dérangé par les bruits autour de lui. Dépassé en particulier par des voisins qui écoutent de la musique jazz, il se rend chez eux pour se plaindre et fait la rencontre d'une charmante jeune femme, moderne et américaine. Je vous raconte ça parce que le film va marquer une étape importante dans l'animation japonaise car il va ouvrir une toute nouvelle voie et un tout nouveau corps de métier qui est celui de seiyuu. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un seiyuu, c'est en gros une personne qui est spécialisée dans le doublage de films ou d'animés japonais. Même s'ils ne sont pas sous le feu des projecteurs, ils n'en deviennent pas moins de véritables vedettes car leur nom pèse beaucoup dans la production d'animés ou de films. Après les événements de la Grande Guerre, le Japon devient une importante puissance mondiale. Après avoir signé les traités de Paris et de Versailles, le Japon signe celui de Washington. Ce traité va lui imposer un contrôle des exportations de matériel de guerre. Cette loi va beaucoup offusquer les politiciens et militaires japonais car ils pensent que leur pays reçoit un traitement défavorable. À cause de ça, le Japon va connaître une montée énorme du nationalisme et donc développer une aversion pour les puissances occidentales. La crise économique des années 1930 va amener le pays à se réfugier dans une idéologie fasciste, ce qui va entraîner une censure et une propagande au sein de la capitale. Le pays va éliminer toutes les cultures étrangères qui se sont ancrées dans le quotidien des gens durant des décennies passées. En 1931, le Japon entre en guerre contre la Mandchourie, ce qui va inciter le régime politique du Japon à imposer sa dictature dans l'industrie de l'animation. Le gouvernement commande des dessins animés à caractère patriotique pour glorifier les soldats qui sont en guerre contre la Mandchourie. L'un des personnages qui a le plus servi à l'endoctrinement nippon est Norakuro. Le manga en fait raconte tout simplement le parcours militaire d'un chien japonais. Ce manga parle de discipline, de stratégie et d'humour pour pouvoir en fait captiver un maximum d'enfants japonais, pour ainsi dire les inciter à faire carrière dans le service militaire. Cette stratégie va permettre en fait au personnage de Norakuro d'entrer plus facilement dans le cercle familial pour pouvoir permettre aux enfants de parler de la guerre de façon plus simple à leurs parents, car dans la série les ennemis sont des porcs qui sont représentés par les Chinois. Est-ce que ce manga est raciste ? Complètement. Bon les amis, je ne vais pas non plus trop vous détailler les événements que le Japon va connaître par rapport à la guerre, parce que déjà la plupart d'entre vous êtes allés à l'école et vous savez que notamment Hiroshima et Nagasaki ont subi 2 attaques à la bombe nucléaire. Durant les années 1950, le peuple japonais se sent de nouveau habitué à voir des films occidentaux entrer dans le pays. Avec ça, ils vont découvrir le monde du long métrage d'animation, avec des films comme Blanche-Neige et les 7 nains, Pinocchio ou même Bambi. En voyant tout ça, le Japon se rend compte qu'ils ont un retard cinématographique immense. Et ça, que ce soit dans la longueur du format des films ou dans la colorimétrie de l'image. Ils se rendent compte aussi que même les plus grands studios d'animation japonais n'arrivent pas du tout à concurrencer les colosses américains. Pour pouvoir concurrencer les Américains, il a fallu des artistes japonais très doués dans leur domaine. Et celui qui a pu s'imposer dans ce milieu très difficile, c'est Nobuhiro Ofuji, un réalisateur d'animés japonais. Nobuhiro va essayer de s'adapter un maximum au style occidental en proposant des réadaptations de films populaires, comme La fille aux allumettes ou Ali Baba et les 40 voleurs. Mais ce ne sont finalement que ses films personnels qui vont toucher le plus de monde. En 1952, il va sortir un film du nom de Vaisseau fantôme, et ce film va le propulser directement au Festival de Cannes et au Mostra de Venise. Beaucoup d'artistes japonais ont aussi essayé d'arriver au même résultat que lui, mais n'y ont jamais parvenu car tout simplement il s'inspirait beaucoup trop du style américain. Nobuhiro, lui, faisait partie des rares artistes qui imposaient son style, ce qui lui a valu son succès. Son impact sur l'animation a été tellement grand qu'en 1962, il remporte le grand prix qui aujourd'hui porte son nom, à savoir le prix Nobuhiro Ofuji.
Malheureusement, il décède en 1961 et laisse la place à une toute nouvelle génération d'artistes. Mais le talent de ces artistes ne s'imposera malheureusement pas dans le monde de l'audiovisuel, car une toute nouvelle production intensive des grands studios fera son apparition bientôt. Voilà les gars, la première partie du livre et de cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner car elle m'a demandé énormément de temps à la préparer et à surtout rechercher des informations. Si elle vous a plu, mentionnez-le moi dans les commentaires avec un petit nice Roy, t'as géré, t'es mignon, joli costard et tout quoi, tu connais. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, hein. Faites-le savoir à votre entourage qui aime les animés, et j'espère que vous serez aussi nombreux pour la partie 2. C'était votre pote Roy, et je vous dis à la prochaine. Allez, bonne soirée.